Le musée de la musique Georges Ouedraogo, créé en 1999, met en lumière les artistes et les instruments qui ont marqué l'histoire culturelle du Burkina Faso. C'est un espace de transmission, de valorisation et de préservation de la richesse sonore burkinabé. Plus de détails dans cette édition. Âgés de 8 à 15 ans, ils ont choisi de passer leurs vacances sur les terrains de basketball. Dans un camp encadré par des coachs, ils apprennent les bases, perfectionnent leur technique et développent l'esprit d'équipe. Objectif, nourrir le rêve d'une carrière professionnelle. Nous en saurons plus dans cette édition. Bonsoir, merci de suivre Fadima Web TV et ravi de vous retrouver pour cette édition. Au bord du barrage de Tanguin, le poisson est bien plus qu'un aliment. Pour de nombreuses familles, il représente un gagne-pain, une source de revenus quotidienne. Dans cette activité, femmes et jeunes se battent chaque jour pour survivre malgré les nombreux défis auxquels ils font face. Gloria Ballo. Des crabes, des silures et bien d'autres espèces de poissons sont étalés sur des tables ou dans des bassines, ici au bord du barrage de Tanguin. Ce commerce est majoritairement tenu par des femmes, mais aussi par de jeunes hommes qui bravent le soleil, la poussière et parfois l'insécurité pour gagner leur pain. Nous vendons du poisson au bord du barrage de Tanguin. C'est du poisson purement burkinabé. Cela fait plus de 10 ans que nous sommes dans ce commerce. Ça fait environ 5 ans que je fais cette activité. Je gagne le minimum, juste de quoi payer l'école de mon petit frère et m'occuper de moi-même. Le poisson vendu ici ne provient pas uniquement du barrage de Tanguin. Il arrive également de plusieurs autres retenues d'eau à travers le pays. Les fournisseurs parcourent parfois des centaines de kilomètres pour ravitailler ses vendeurs. On prend le poisson du barrage de Tanguin, de Lumbila, de Bazega et de Kompienga. Il y a des gens qui en amènent et nous on achète pour revendre. Il y a le poisson du barrage de Tanguin, de Ziga, de Kompienga, de Lumbila, de Bagré. Il provient de plusieurs horizons. Nous en prenons pour vendre. Avant, les gens amenaient le poisson avec des motos. Mais avec la situation sécuritaire actuelle, ce n'est plus possible. Il faut maintenant des véhicules pour le transport et cela a fait augmenter le prix du poisson. Le transport du poisson coûte cher, ce qui impacte directement les prix. Résultat, le poisson est devenu plus cher ces derniers mois, au grand désarroi des vendeurs. Depuis l'année passée, il n'y a plus vraiment de marché. Nous espérons que la paix reviendra et nous encourageons le président qui fait des efforts dans ce sens. Nous prions pour que Dieu le guide et l'aide à vaincre l'ennemi. En attendant, même si le marché est difficile, nous faisons tout notre possible pour soutenir nos maris. Malgré ces défis au bord de l'eau, l'espoir flotte toujours. Les vendeuses et vendeurs de poissons gardent la tête haute. Pour eux, ce commerce est bien plus qu'un métier. Nous sommes à Cuba. Dès les premières heures du jour, des femmes braisent du maïs au bord de la route, affrontant un marché qui se raréfie. En parallèle, des jeunes hommes sillonnent les quartiers sur leur taxi-moto, chargés d'épis qu'ils peinent à écouler. Entre hausse des prix et baisse des ventes, ce commerce vital pour d'autres vacille. Jamila Comporé a recueilli le témoignage de ces acteurs. Nous sommes à Cuba, où comme ailleurs, des femmes se lèvent bien avant le lever du soleil pour pouvoir tenir debout. Elles s'installent au bord de la route, le regard fixé sur le feu. Elles braisent du maïs tous les jours. Le feu crépite, les épis dorment lentement. Mais les clients, eux, ne s'arrêtent pas souvent.
Le prix du maïs a grimpé et le bénéfice, lui, est devenu presque invisible. J'achète le maïs frais chez les vendeurs ambulants. Ça fait 1 mois que je braise le maïs. Quand je vends bien, je peux gagner 1000 francs comme bénéfice. Mais certains jours, le maïs frais est de mauvaise qualité. Ce que je gagne, je ne peux rien acheter d'important. C'est très bon. Chaque jour, je m'arrête pour en acheter. Je prends le maïs frais chez les vendeurs à moto. Je paie souvent pour 1500 ou 2000 francs. Mais il n'y a pas de marché et les clients veulent le maïs brisé à des prix bas. Pendant ce temps, d'autres ne s'installent pas. Ils bougent. De jeunes hommes, sur des taxis-motos, sillonnent les quartiers. Leurs marchandises, du maïs frais, récolté dans les jardins des villages. Ils font office de vendeurs en gros. Mais depuis quelques semaines, eux aussi peinent à écouler leurs produits. Le marché est calme. Trop calme. On se lève à 2 heures pour récolter le maïs frais dans le champ de notre frère aîné. On vend 3 à 4 épis pour 200 francs en mélangeant petits et gros. Il n'y a pas de marché. On peut prendre pour 100 000 francs en espérant 25 000 francs de bénéfice. Mais on gagne souvent seulement 15 000 francs à 20 000 francs. Et la saison du maïs approche. Ce qui devrait être un moment fort risque de les fragiliser davantage. Les prix vont baisser, les ventes aussi. Quand ce sera la vraie période du maïs, il n'y aura même plus de marché. Le commerce du maïs brisé n'est pas chose facile, mais ces femmes vendent avec cette dignité silencieuse de celle que la vie n'a jamais épargnée, mais qui malgré tout refusent de baisser les bras. Et quand la saison battra son plein, les vendeurs en gros, eux, devront peut-être changer d'activité. Quand la période du maïs sera passée, on prendra seulement ce qui est déjà prêt pour vendre, car rien n'est vraiment rentable. Mais même si c'est peu, on essaie de survivre honnêtement sans forcer. Le maïs ne rapporte presque plus rien, mais ces vendeurs et vendeuses continuent leur vente. Parce que dans chaque braise, il y a un peu de leur courage qui refuse de s'éteindre. De l'autre côté de la ville de Ouagadougou, un lieu unique célèbre les sonorités du passé et retrace l'histoire de toute une génération. Créé en 1999, le musée de la musique Georges Ouedraogo offre des opportunités de visite et de découverte de l'histoire musicale du Burkina Faso. C'est l'espace où le patrimoine musical du Burkina reprend vie. Gloria Ballo nous entraîne dans cette immersion. Construit dans une architecture moderne interstabilisée, le musée de la musique renferme une grande richesse, une mémoire vivante. Dès les premières marches, le visiteur est accueilli au pied de l'arbre à palabres, un lieu où autrefois les communautés se rassemblent pour échanger et trouver des solutions à leurs problèmes. Au musée, chaque salle est une immersion. On y découvre des instruments anciens issus de différentes régions du pays. Pour ce qui est du musée de la musique, c'est un musée spécialisé et dédié spécialement à la conservation du patrimoine musical. Donc, tout ce qui a trait à l'histoire musicale du Burkina Faso, que ce soit les instruments traditionnels de musique et aussi les fonds audiovisuels sonores. Voilà, on pourrait éventuellement les rencontrer au sein du musée, mais aussi il y a un fonds iconographique. Qui est dit iconographique, c'est beaucoup plus les photos, les images, voilà, qui retracent un peu certains éléments ou certains aspects de notre histoire musicale qu'on pourrait retrouver au sein. On a, au-delà des aspects matériels comme des instruments de musique, là, on a aussi des sons. Voilà, il y a vraiment des sons anciens au sein du musée que des artistes
peuvent s'en inspirer dans leurs travaux de recherche ou encore de création. Voilà, pour un peu plus coller aux réalités des communautés. Ici, chaque pièce murmure une mélodie, une voix du passé qui continue de résonner. Derrière chaque objet se cache une histoire faite de transmissions, de traditions ancrées dans le passé. On y retrouve des instruments de musique, notamment les flûtes, les tambours, les koras et bien d'autres. Leur présence au musée traduit le courage et la passion de ceux qui les ont façonnés, manipulés, joués et aimés. À travers le son de ces instruments, l'on arrive à deviner les fêtes, les cérémonies, les moments de joie ou de recueillement qu'ils ont accompagnés. Le bâtiment est construit à partir de matériaux locaux et donc c'est précisément de l'argile qui a été utilisée pour ériger ce bâtiment-là. Et donc par exemple cette forme que vous voyez, elle reflète un peu l'image de la case ronde. Cette forme ici représente toutes les communautés qui ont en partage la case ronde, telles les Mossi, les Bissa, les Goumaché, etc. Les instruments qu'on classe dans la famille des idiophones ou orthophones. Celui-ci qui relève de la communauté d'Agara était joué par 2 personnes et était généralement joué lors des résistances populaires, joué pour galvaniser les travailleurs et autres. Et c'était également joué pour dénoncer le décès. Au-delà des expositions, de nombreuses actions sont menées pour promouvoir la culture et la musique. Ces actions traduisent une volonté constante de faire vivre le patrimoine, de stimuler la créativité locale et d'offrir un espace d'expression aux talents. Ainsi, le musée devient un acteur dynamique au service de la transmission et du rayonnement culturel. Nous, ce qu'on organise, souvent, c'est les visites à l'endroit du public et puis souvent, on a des communications qu'on organise aussi. Mais au-delà, il y a les autres acteurs avec lesquels on travaille, qui peuvent être amenés à réaliser des activités spécifiques au musée. Puis quand vous regardez la configuration de l'espace du musée, il y a un espace où quand même on peut recevoir un certain public pour des animations. Des mini-concerts, des animations, même les conférences, ainsi de suite. Donc ça permet d'orienter ou d'axer vers ce type d'événements spécifiques. Sinon, de façon globale, c'est les expositions que nous réalisons. Les invités à chercher encore à redécouvrir notre patrimoine, puisque quand on parle de musée, c'est beaucoup plus l'aspect patrimonial qui est mis en exergue, à visiter notre patrimoine, à se redécouvrir. Je pense que le musée de la musique peut être un créneau pour découvrir ces éléments-là. Dans cet espace, la musique ne s'écoute pas seulement, elle se ressent, se vit. Entre mémoire et modernité, le musée de la musique s'impose comme un pont entre les générations, un lieu où les échos du passé inspirent les voix de demain. Ils sont jeunes, âgés de 8 à 15 ans. Ils rêvent grand, un rêve qui les a conduits sur les plateaux de basketball en cette période de vacances. Objectif, apprendre les bonnes techniques et se préparer à une carrière professionnelle. Encadrés par des coachs venus du Burkina Faso, des États-Unis, du Sénégal et d'autres pays, ces enfants vivent leur passion dans un camp de basketball. L'ambiance avec Innocent Ilboudou. Dans cette salle du CNSP située à Goungé, dans la ville de Ouagadougou, ces jeunes parlent le même langage, le basketball. Pour des vacances utiles, ils se mobilisent ici pour apprendre plusieurs techniques du basketball pour la quête d'une carrière professionnelle. Les coachs et organisateurs de ces camps ont en commun un objectif principal, la transmission du savoir-faire aux jeunes générations. Alors, je suis moi et le vice-président, qui est M. Abdul Hakim Fofana. On a joué tous en national et on a eu la chance d'aller jouer aux États-Unis. Donc après ça, on a vu qu'il y a beaucoup de talents ici. Donc on a décidé en fait d'utiliser les ressources que nous on a pour aider les enfants en fait à pouvoir s'ouvrir des portes pour eux en fait, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. On veut ouvrir les portes pour eux. Donc on sait que nous on n'a pas eu la chance. On est parti là-bas, on a fait chacun 1 an.
avant de pouvoir avoir des équipes. Et c'est pas, on a dû travailler petit à petit pour monter. Donc c'est dans cette optique-là qu'on a vraiment voulu créer ça. Donc actuellement, nous avons entre 8 et 17 ans. Entre 8 et 17 ans, on a fait une exception sur certaines personnes parce qu'il y en a qui voulaient juste participer, pas forcément avoir tout le bénéfice, c'est-à-dire du camp, mais ils voulaient vraiment participer pour avoir aussi une certaine connaissance de la chose. Il y aura un suivi après ce camp parce que ce qu'on veut faire, c'est construire en fait une base de données et vraiment pour aider aussi la fédération dans tout ce qui est, on va dire, objectif de progression pour les enfants. On va faire un certain suivi, on va faire des tournois aussi pour inviter par exemple certains enfants du camp qui se sont démarqués à venir et aussi les autres aussi auront un certain suivi. On va voir comment ça se passe avec eux. Si on peut travailler en individuel avec eux aussi, ça se fera. Pour ces jeunes, se donner à fond et écouter les enseignements des coachs leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Les grands rêves commencent ici sur ce plateau. Je me suis inscrit pour peut-être avoir une opportunité d'aller jouer à l'extérieur et améliorer, et si j'ai pas eu cette opportunité, d'améliorer mon basketball. Bon, je joue au basket, mais pas à l'extérieur, seulement à la maison, parce qu'on ne me laissait pas sortir. Et je suis venu depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais du basket. Je pense que je vais franchement sortir de ce camp d'une connaissance influie, apprendre des choses que je n'ai jamais vues, comme ce qu'on a fait comme échauffement. Voilà, et je remercie vraiment le camp pour l'opportunité et la chance qu'il nous donne à tous. Maintenir sans relâche, chercher la visibilité sur tous les plans, pour m'attirer la présence des coachs comme aujourd'hui et tout fait pour réaliser mon rêve. Bon, selon moi, je pense que c'est un bon camp. C'est un camp qui aide à booster son niveau. Donc je me suis dit pourquoi ne pas m'inscrire pour que mon niveau puisse, que je devienne meilleur quoi. Moi je rêve de jouer à la NBA. Donc pour ça, je vais devoir me battre. Et j'encourage mes camarades aussi à se battre pour ça. Bon, pour ceux qui ont le même rêve que moi, je les encourage à se battre. Les encadreurs, très émus de l'engouement, comptent avec la présence des autres coachs étrangers d'affirmer ce slogan. Un panier, une leçon, un avenir. Objectif, propulser la gente féminine. Donc vraiment, on est vraiment content de savoir que nos petits frères et petites sœurs sont sortis en masse pour pouvoir faire le camp. Et on a dû même refouler du monde. Ça c'est tellement, on ne croit pas, on rend grâce qu'on a pu vraiment avoir ce nombre de personnes là vraiment. Les objectifs, c'est déjà de développer le sport chez les femmes. C'est un de nos objectifs primordiaux. Parce que c'est une population qui n'est pas assez desservie quand on parle de sport. Donc l'un de nos objectifs principaux, c'est de pouvoir construire cet amour-là dans notre population féminine. Numéro 1, c'est de pouvoir redonner ce qu'on a appris et avoir beaucoup de gens avec nos anciens qui sont là, avec les nouveaux qui sont là, nos coachs qu'on a connus sur la route et les gens qu'on a connus quand on joue au basket. Burkinabé, Sénégalais, tout ce qu'il y a, c'est vraiment pour pouvoir redonner les expériences, apprendre aux enfants et leur permettre de voir, surtout pour les filles, de voir que c'est possible de le faire. Des vacances utiles, ces enfants en bénéficient ici, avec pour objectif d'être des basketteurs professionnels et représenter le Burkina Faso dans un avenir proche. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Fadima Web TV.